bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver en cette heure de couvre-feu déjà dépassée de 30 minutes. Nous allons passer une heure ensemble pour faire un point de conjoncture à l'occasion donc de cette réunion organisée par le Cercle des économistes. Et ce soir, vous allez avoir deux Philippe pour le prix d'un. Donc moi-même, Philippe Mabille, je dirige la rédaction de la Tribune. Je suis ravi d'accueillir Philippe Martin, qui est membre du Cercle des économistes, bien sûr, et qui est le président du Conseil d'analyse économique, qui produit des rapports, notamment pour le gouvernement, mais pas que à la demande du gouvernement, et toute une équipe d'économistes qui travaillent pour essayer de comprendre cette crise. Et donc, pendant cette heure que nous allons passer ensemble, on va d'abord écouter Philippe Martin nous présenter un petit peu sa vision de la situation financière des Français et les conséquences, les premières conséquences de la crise Covid. Je rappelle que le CAE, le Conseil d'analyse économique, a présenté une étude en janvier assez intéressante qui faisait déjà un point d'étape sur la montée d'une épargne dont il nous dira si elle est forcée ou de précaution, mais qui, si on cumule l'épargne de la crise Covid sur 2020-2021, c'est-à-dire l'argent non dépensé par les gens parce qu'ils ont été confinés ou qu'ils sont inquiets de la situation, pourrait représenter jusqu'à 200 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent qui ne sera pas forcément allé se placer là où on pouvait le souhaiter dans la consommation. Et puis la dette publique, si on doit parler de la situation financière des Français, comme la plupart des gens dans le monde, c'est que pour maintenir le pouvoir d'achat, le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron a conduit effectivement à une montée de la dette qui pose la question de savoir qui va payer et est-ce que la facture va pas nous revenir demain. Alors pour évoquer tous ces sujets, entendre bien sûr toutes vos questions que vous pourrez nous transmettre via l'application que vous avez et que j'essaierai de relayer. Nous allons d'abord écouter Philippe Martin pour une quinzaine de minutes avec des slides pour présenter la situation. À vous la parole. Bonsoir, merci Philippe, bonsoir à tous. Donc en effet, je vais parler de la situation financière des Français dans la crise. On sait que les ménages ont été très préservés en moyenne, et le mot en moyenne est important, par tout ce qui a été fait par le gouvernement. Mais justement, ce qu'on a essayé de faire dans cette étude, c'est de se poser la question de l'hétérogénéité, c'est-à-dire le fait que tous les Français n'ont pas subi, en termes de situation financière, la crise de la même manière. Et comme Philippe le disait, je vais me baser surtout sur un focus qu'on a fait au CAE sur cette question, et qui est donc qui a été écrit par Étienne Fils, Camille Landais et Chloé Laveste. Donc, je vais commencer par dire l'importance des données. Donc ça, c'est ce qu'on voit là, c'est que dans cette crise, évidemment, on pourrait attendre des données sur les ménages, leur situation, les inégalités, mais typiquement, on sait que ça prend énormément de temps. Donc, il y a beaucoup d'économistes qui ont essayé de se mobiliser pour avoir de nouvelles données, des données quasiment en temps réel, parce que évidemment, et nous au Conseil d'analyse économique, on est là en partie, comme le rappelait Philippe, pour donner des conseils au gouvernement de manière complètement indépendante. Et pour faire ça, évidemment, il faut le faire de manière le plus rapide possible et décrire donc non seulement les moyennes, mais aussi les hétérogénéités. L'INSEE, l'OFCE et puis nous-mêmes, on a beaucoup utiliser de nouvelles bases de données. Et en soi, la crise nous a appris beaucoup de choses sur des bases de données qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, des sources d'information. Donc, c'est les cartes bancaires, c'est les données de mobilité. Et là, on va utiliser des données de comptes bancaires. C'est en fait la première fois qu'on fait ça en France. Dans d'autres pays, c'est fait, mais c'est totalement original. Et vraiment, je veux remercier énormément le Crédit Mutuel, l'Alliance fédérale, qui a fait cette coopération avec nous. C'est des données individuelles sur 300 000 ménages, donc c'est très large. Et évidemment, elles sont totalement anonymisées. C'est dans un espace qui est très sécurisé. Mais vraiment, c'est un point important parce que ça nous permet de donner une photo et puis même un film un petit peu de ce qui est en train de se passer. Et puis, il y aura des prochaines étapes.
parce que on veut regarder certainement les ménages vraiment les plus précaires, hein, les pauvres et ceux qui, par exemple, on entend parler de ça évidemment aux soupes populaires, par exemple. Donc il y a tout un aspect qui doit être développé, et puis la question des TPE, PME, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'évolution de la consommation, de l'épargne et des revenus. Je vais commencer par la consommation, mais je vais aller très rapidement. Donc c'est sur ce qu'on voit sur le prochain slide. Vous le savez, il y a eu un effondrement évidemment de la consommation pendant le premier confinement. Pendant le deuxième confinement, là c'est la deuxième ligne rouge, il y a eu une baisse de la consommation, mais qui a été bien moindre. Et entre les deux, il y a eu un rebond assez fort de la consommation agrégée, et que donc nous, on mesure par ce qui se passe, par les sorties sur les comptes bancaires que l'on peut observer. Et il y a eu un rebond qui a surpris d'ailleurs les économistes, et c'est ce qui fait dire qu'il y a en effet une possibilité de rebond fort de l'économie française via la consommation une fois qu'on sort des confinements. Donc ça, c'est intéressant, mais entre guillemets, vous l'avez certainement déjà vu, c'est des choses à agréger, et donc l'intérêt, c'est d'aller plus loin, et c'est ce qu'on voit après, dans la prochaine slide, c'est de regarder l'hétérogénéité de cette consommation. Donc là, ce qu'on voit, c'est on a classé les ménages par ce qu'on appelle des déciles, c'est-à-dire on regarde en termes de niveau de vie. Donc là, on les classe sur leur consommation qu'ils faisaient en 2019, les 10% les plus riches, les 10% les plus pauvres, et puis tous les déciles, c'est-à-dire le premier, le deuxième, etc., etc., jusqu'au plus riche. Donc, vous voyez que le rouge, là, la ligne rouge, ce sont en fait les 10% de ménages qui, en gros, ont un niveau de vie le plus élevé. Et puis, tout en haut, le bleu, ce sont ceux qui ont un niveau de vie plus faible. Et on regarde, on normalise tout c'est-à-dire évidemment, ils ont des niveaux de consommation bien différents. Bien entendu, les plus pauvres ont un niveau de consommation plus faible que les plus riches, mais on voit leur évolution. Ce qu'on voit, c'est que pendant le premier confinement, tout le monde a baissé sa consommation, mais les ménages les plus aisés ont baissé davantage leur consommation que les autres, et on voit que ça perdure après le premier confinement, et on peut comprendre assez facilement pourquoi. Les ménages les plus aisés, une partie de leur consommation, ce sont les voyages, la culture, les restaurants, etc., etc., ce qui est beaucoup moins le cas évidemment des ménages plus modestes. Et donc on commence à comprendre pourquoi évidemment et c'est ce qu'on va voir ensuite. Pourquoi sur l'épargne, eh bien, il va y avoir aussi des différences importantes. Philippe Mabi parlait de l'épargne brute, elle a énormément augmenté. Alors au tout début, elle a diminué, c'est ce qu'on voit, parce que là, c'est la valeur en fait des actifs financiers bruts des ménages. Et il y a eu au départ, je vous rappelle, une forte chute de la bourse, et donc ça a un effet de valorisation très négatif, mais très très rapidement. C'est en effet la centaine de milliards supplémentaires d'épargne qui a eu, du fait de la diminution des consommations, il y a eu une très forte augmentation de l'épargne. Mais là encore, ça c'est la moyenne. Ce qui nous intéresse, c'est l'hétérogénéité, et c'est ça l'originalité de ce qu'on a regardé. Donc c'est ce qu'on voit dans la slide suivante, de regarder comment l'épargne brute a évolué pour les différents ménages. Et évidemment, et c'est un petit peu évidemment le symétrique de ce qui s'est passé sur la consommation, c'est que là, en revanche, on voit que ce sont les ménages les plus aisés qui ont augmenté leur épargne le plus fortement, parce qu'ils ont baissé énormément leur consommation, et comme on va le voir, leurs revenus ont en fait peu baissé. Et donc cette conjonction de ce qui s'est passé sur la consommation et sur les revenus nous donne ce qui se passe sur l'épargne. Donc si on peut revenir sur l'épargne, donc celle d'après, je pense, ça doit être non. Alors attendez. Ah, je sais. Non, c'est moi excusez-moi, c'est moi qui me trompe sur le titre. Donc en fait, là, on a la consommation. Donc si on vient après, celle d'après, pardon.
Non, alors c'est encore moi, pardon, c'est moi qui ai fait cette erreur. On a, voilà, la 5 et on va passer sur la 6. Et sur la 6, on va voir que en effet, on a l'épargne qui a plus augmenté pour les ménages les plus aisés, hein, c'est donc le noir, et puis pour les ménages plus modestes, là, c'est la ligne bleue. En revanche, il n'y a pas eu il y a pas eu de constitution d'épargne forte parce que encore une fois, leur consommation a moins baissé que pour les autres pour les autres ménages. Alors, ça, c'est sur consommation et puis épargne. Évidemment, le troisième point, c'est ce qui se passe sur les revenus. Sur les revenus, encore une fois, où on classe les ménages en fonction de leur niveau de vie. Alors, un point d'attention, c'est que sur les revenus, autant sur la consommation et sur l'épargne, je pense qu'on a des mesures très robustes. Sur le revenu, c'est beaucoup plus difficile de les avoir en temps réel, parce qu'on observe les rentrées sur les comptes bancaires, mais est-ce que c'est du revenu, un salaire ou pour certains d'entre eux des transferts entre les familles, à l'intérieur des familles, c'est plus difficile. Ce qu'on voit, ce qui est pas souvent dit, c'est que en fait, ce sont plutôt les ménages les plus riches ou les plus aisés qui, en pourcentage, ont eu une baisse de revenus plus importante. Vous voyez que la dernière ligne, c'est le dernier décile, c'est-à-dire le décile le plus aisé. Il y a eu une baisse de revenus plus importante que pour les autres. Mais quand même, les revenus, encore une fois, ont été préservés, assez fortement préservés. Et donc, ce qui va qui va vraiment conduire la différence en termes d'épargne, c'est plutôt le fait que la consommation, encore une fois, a plus baissé pour les ménages les plus aisés que pour les plus pauvres. Et donc, les plus pauvres ont plutôt mangé dans leur épargne, même si leurs revenus ont été quand même relativement préservés. Et donc, du coup, on s'est posé la question suivante qui est en termes de précarité. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de précarité? On a vu ce qui s'est passé sur consommation, épargne et puis revenus. Mais évidemment, une des questions que se pose le gouvernement, c'est celle de la précarité financière. Et donc, on a regardé plusieurs mesures de précarité financière. Une manière très simple de penser qu'il peut y avoir un impact sur la précarité financière, c'est de regarder le compte courant à la fin du mois des ménages. Simplement, est-ce qu'il est dans le négatif ou pas? Est-ce qu'il y a des dépassements? Vous voyez, c'est la deuxième ligne. Est-ce que le compte courant moyen est négatif, etc. Bon, regardons juste les trois premiers. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la précarité financière des ménages français, en moyenne, je vais revenir là-dessus, en moyenne, a baissé. C'est-à-dire que du fait de la baisse de consommation, il y a moins de ménages aujourd'hui qui sont dans le rouge à la fin du mois. Et c'est pas une toute petite baisse, c'est une baisse non négligeable, en gros de 12% par rapport à l'année dernière. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu plutôt une baisse de la précarité financière des ménages. Mais là encore, il faut regarder un peu en détail et l'hétérogénéité, et donc c'est ce qu'on voit dans le prochain graphe, c'est la part des comptes dont le solde est négatif, encore une fois, en fonction du niveau de vie des ménages. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça, en fait, c'est assez intuitif. Ça a été beaucoup moins le cas, cette baisse de précarité financière pour les ménages moins aisés que pour les ménages plus aisés. Le pourcentage et par ailleurs, on partait évidemment d'un niveau de précarité financière différente. Évidemment, les ménages les plus modestes ont un niveau de précarité financière qui est plus important. Et puis, on a fait un zoom ensuite sur les jeunes. Pour être très clair, on a essayé de trouver s'il y avait des catégories pour lesquelles il y avait une augmentation de précarité financière. Donc, sur le slide suivant, on voit un zoom sur les étudiants et puis les jeunes actifs, c'est-à-dire les non-étudiants
entre 20 et 25 ans et on a identifié ceux qui n'habitent plus chez leurs parents parce qu'on y a identifié que sur leur compte bancaire, il y avait un paiement, par exemple, d'électricité. Et ce qu'on voit, c'est à nouveau, on normalise tout par rapport à ce qui se passait en 2019. Au départ, comme pour tout le monde, il y a plutôt une précarité financière, encore une fois mesurée ici par la part des comptes courants dont le solde est négatif à la fin du mois, qui baisse. Mais ce qu'on voit, et ça c'est très différent des autres ménages, encore une fois, on a regardé beaucoup de types de ménages où on ne trouve pas d'augmentation de précarité, mais pour les étudiants et surtout en fait plutôt pour les non-étudiants de 20-25 ans, on trouve un certain nombre, d'abord beaucoup plus de volatilité, hein, et puis plutôt une augmentation en gros de avril jusqu'à octobre, où vous voyez qu'en fait on a plutôt une augmentation, on passe au-dessus du niveau de 1 du nombre de ménages qui sont en situation de précarité. Et c'est ce qu'on voit sur l'avant-dernier slide, hein, c'est que encore une fois sur le revenu, alors avec beaucoup de précautions sur notre mesure de revenu, hein, c'est pas si simple, mais c'est que en fait pour ces étudiants et les non-étudiants, pour une grande partie de cette période, il y a plutôt une baisse des revenus, hein, et c'est tout ce qu'on entend bien entendu sur le fait qu'il y a moins de petits jobs pour les étudiants, mais pour les non-étudiants, les jeunes actifs 20-25 ans, ce sont souvent ceux qui ont des contrats plus précaires, plus courts, et ce sont les premiers évidemment qui perdent des revenus, et c'est ce qu'on voit là, en particulier un décrochage, hein, qui est inquiétant à partir en gros du mois de juin-juillet pour ces ménages. Et dernier point, donc dans ce focus, on ne faisait pas de recommandations de politique publique, même si implicitement, clairement, hein, on pointe le fait que la question des jeunes, qui était déjà beaucoup dans le débat, et des transferts qui devraient être faits, des transferts exceptionnels qui devraient être faits dans cette crise en faveur des jeunes, elle est certainement un des points clés de la politique sociale et économique. Elle est aussi une question macroéconomique potentiellement parce que ce qu'on a fait aussi grâce à cette analyse, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe quand on fait un transfert social sur les ménages les plus modestes. Donc là, on a pris par exemple, l'allocation de rentrée scolaire qui a été faite à la fin du mois d'août. Vous savez qu'il y a eu d'autres transferts sociaux aux ménages aussi au mois de novembre. Et ce qu'on voit, ce qui est très intuitif, hein, mais on l'a mesuré dans la crise avec ces données quasi en temps réel, c'est que quasiment 40%, hein, donc là on compare ce qui se passe au moment, la ligne rouge c'est le moment où on paye, on fait ce transfert aux ménages, et qu'est-ce qui se passe sur la consommation de ces ménages comparé à des ménages très similaires en fait, mais qui n'ont pas eu l'allocation de rentrée scolaire. Et ce qu'on voit, c'est que en gros 40% en 5 semaines, hein, donc très rapidement, 40% de cette allocation de rentrée scolaire est consommée, ce qu'on appelle la propension marginale à consommer, est donc très élevée pour les ménages modestes, ce qui, du coup, nous fait dire que certainement dans cette crise, pour des raisons à la fois sociales et économiques, il est important hein, de faire certainement ces transferts, et donc certainement en particulier, là, si je reviens maintenant sur les jeunes et en particulier les jeunes actifs, via par exemple un transfert pour les jeunes qui reçoivent les APL, qui sont les jeunes qui ont des revenus les plus modestes. Voilà cette présentation assez rapide hein, de ces résultats, mais évidemment, ça ouvre beaucoup de questions à la fois de politique sociale, de politique publique et de politique économique. Merci beaucoup Philippe pour ces informations très détaillées, très effectivement intéressantes pour analyser dans le détail ce qui se passe. Alors j'ai beaucoup de questions que je vais vous relayer. Je voudrais commencer quand même, étant là pour animer le débat, peut-être par une question plus générale qui est posée par beaucoup d'internautes qui nous regardent et qui relaye finalement la question des politiques publiques. Il y a un plan de relance aujourd'hui de 100 milliards d'euros. Et il y a eu un débat de savoir d'ailleurs s'il fallait l'augmenter. Le gouvernement a l'air plutôt de dire qu'on va rester pour l'instant sur ces 100 milliards d'euros. Alors ça paraît énorme, 100 milliards d'euros,
Mais bon, quand on regarde aux États-Unis, là, on parle de pratiquement 1900 milliards de dollars, donc on est évidemment à l'échelle d'un pays beaucoup plus vaste, évidemment, mais la question effectivement de l'efficacité de ce plan de relance est posée. Aujourd'hui, le plan de relance est plutôt orienté moyen-long terme, comme l'a dit le président de la République, avec une logique axée sur l'emploi des jeunes, la formation, préparer en fait l'avenir, la sortie de crise. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, vous, c'est que en fait, on est quand même encore dans la crise là aujourd'hui. Il y a des comportements qu'on commence à observer effectivement. Il y a des gens qui s'en sortent relativement bien. Quand on regarde dans le détail, il y a quand même des gens pour qui ça va mal et ça va même très très mal. Vous parlez des jeunes, des étudiants, probablement des indépendants. Enfin, on peut citer les gens qui sont dans tous les secteurs qui sont impactés par la crise, tourisme, hôtellerie, culture, sport. Voilà, des secteurs qui sont fermés depuis un an. Et donc, ma question, c'est, dans le quoi qu'il en coûte, où on a essayé de préserver, effectivement, donc il y a quand on parle de plan de relance, on oublie qu'il y a déjà le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire des mesures qui ont été prises correctement. Mais la question se pose de la sortie du quoi qu'il en coûte. Et donc, moi, ce que je voudrais vous demander, c'est pour toutes les effets de la crise sur toutes ces populations-là, c'est quand même beaucoup de gens, ces travailleurs ou ces jeunes étudiants, futurs travailleurs qui, eux, ont pris de la crise de plein fouet, est-ce qu'il faudrait des mesures complémentaires? Et est-ce que ça va monter? On voit poindre dans le débat politique le débat sur le revenu universel. On voit poindre dans le débat politique, en tout cas, la question du RSA jeune. Alors, faut peut-être pas l'appeler comme ça, mais d'un revenu qui serait donné aux jeunes de plus de 18 ans et non pas à attendre 25 ans. Est-ce qu'il vous semble que ce débat est légitime et nécessaire et est-ce qu'on peut le chiffrer, puisque comme on a mis des milliards et des milliards sur la table, est-ce qu'on pourrait chiffrer ce que coûterait une mesure de cette nature? Alors, vous avez parlé du plan d'urgence, hein, ce qui est vrai aussi, du plan de relance, pardon. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu aussi un plan d'urgence, c'est-à-dire que le gouvernement, comme vous le savez, depuis le début de la crise, remet de l'argent de manière assez répétée parce que justement, la fin de la crise la crise n'est pas terminée, la crise sanitaire n'est pas terminée. On espérait que c'était terminé à l'automne, évidemment, on a vu que c'était pas le cas, et donc le gouvernement a remis de l'argent à la fois pour les ménages, c'était ce qui est un certain nombre de mesures sociales qui ont été faites fin novembre, et puis pour les entreprises. Je rappelle ce chiffrage qui avait été fait par l'OFCE, c'est que en gros sur le choc, presque 2 tiers a été absorbé par l'État, c'est en gros le quoi qu'il en coûte, si vous voulez, un petit tiers par les entreprises, et assez peu, 5% sur le revenu des ménages, avec, encore une fois, les hétérogénéités dont j'ai parlé et le fait que sur un certain nombre de ménages, en effet, et en particulier les jeunes, il y a des inquiétudes. Donc moi, je crois que le débat sur ces transferts sociaux pour les jeunes et les étudiants, il est tout à fait légitime. Je pense qu'il doit être ouvert et de fait, moi, je suis assez favorable à ce que dans cette crise, on n'hésite pas, en effet, à faire des transferts ciblés pour ces populations. Alors, parfois, le problème, c'est que c'est pas toujours évident de trouver, de bien cibler. Mais sur les jeunes et les étudiants, je pense que c'est assez facile, entre guillemets. Pour les étudiants, ce sont les étudiants boursiers, et donc on peut faire des transferts de ce point de vue. Et pour les jeunes actifs, très souvent, on va les cibler via le fait qu'ils ont droit aux APL, aux allocations pour le logement. Et donc, du coup, je pense qu'on peut faire des transferts assez ciblés. La question du RSA jeune ou du revenu universel, moi, je pense que ça n'est dans l'urgence. Je ne pense pas que ce soit le point essentiel, parce qu'on sait faire des transferts ciblés, encore une fois, vers les jeunes qui ont les APL. Je pense que le système social français, il a ses défauts, il est complexe, etc. Mais il a une qualité, c'est que quand on y met l'argent, on cible les bonnes personnes. Et là, on a tous les outils pour en 2 semaines faire un transfert, en effet, vers les jeunes, les étudiants, etc. Donc moi, j'irais plutôt dans ce sens, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ouvrir le débat sur le revenu universel, le RSA jeune. On peut l'ouvrir,
Je pense que dans l'urgence, on a tous les instruments pour faire des transferts efficaces, ciblés et rapides. Si vous aviez raison, en 2 semaines, on devrait voir les queues devant les banques alimentaires, on devrait voir les queues devant les soupes populaires quasiment, quand on parle de crise des années 30, il y a quand même des images qu'on voit à la télévision qui font peur dans un pays développé comme la France. Donc si vous aviez raison, effectivement, on a un système social qui représente quasiment 60% du PIB en dépenses publiques. Donc on pourrait se dire qu'on a les moyens, pas forcément en augmentant les impôts d'ailleurs, tout simplement en réallouant de façon intelligente les ressources, de le faire. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que à date, mais peut-être qu'il est trop tôt pour en juger, les mesures ciblées qui ont été prises par le gouvernement sur les étudiants avec les repas à 1 euro pour tous, etc., ne suffisent pas visiblement complètement à rassurer et à rétablir la situation. Donc, est-ce qu'il vous semble pas quand même qu'il manque pas une mesure un peu choc, qui allie à la fois la capacité des jeunes d'avoir le droit de vivre, le sort de pouvoir de vivre, comme on parle de pouvoir d'achat, qui leur permettrait d'avoir la sérénité pour pouvoir faire leurs études. On parle beaucoup d'une génération sacrifiée, c'est peut-être excessif, d'autres générations ont connu la guerre, mais c'est une génération qui souffre, et donc leur permettre de faire leurs études, et puis de chercher un emploi, parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit dans votre présentation, moi je le vois dans mon entreprise, on essaye de prendre des stagiaires, des jeunes, des alternants, mais bon, c'est quand même pas facile, en plus on est tous en télétravail. Donc, comment redonner des boulots à des jeunes de 20 à 25 ans qui aujourd'hui ont un vrai problème de stabilité et d'horizon? Non, mais il y a deux points. Il y a la question des transferts monétaires. Je crois qu'il faut, enfin, voilà, c'est un transfert financier. Ça a déjà été fait au mois de novembre avec 150 euros. Je pense qu'on peut et je serais assez favorable à ce qu'on fasse plus, qu'on le refasse dans la situation actuelle. Et il y a la question sur l'emploi des jeunes. Donc là, c'est plutôt, c'est des mesures assez différentes. Hein. C'est pas des mesures de transfert social. Donc c'est par exemple la garantie jeune pour les jeunes qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi. Hein. Le gouvernement passe de 100 000 à 200 000 sur la garantie jeune. C'est aussi les primes à l'embauche pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc, je pense qu'il faut avoir il faut avoir les deux. C'est-à-dire il faut avoir la question de l'urgence sociale. Et donc, oui, moi, je suis favorable en effet à ce qui est des transferts pour ces personnes. Et encore une fois, on a les instruments. Hein, je crois que donc, je pense qu'il faut pas hésiter à le refaire. On peut refaire ces transferts pour les étudiants et pour les jeunes de moins de 26 ans. Et puis, il y a tout l'aspect formation, euh, stage, tout ce qui est apprentissage. Hein, aussi, le gouvernement a fait un énorme plan sur l'apprentissage où, en gros, le coût d'un apprenti aujourd'hui est extrêmement faible. Donc, je pense qu'il faut avoir les deux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en effet, là où il faudra appuyer, c'est sur l'urgence sociale vis-à-vis des jeunes et des étudiants. Pardon, j'avais perdu la connexion, mais c'est pas grave, j'ai compris le sens de ce que vous disiez. Alors, je voudrais, à ce stade, même si je pourrais évidemment continuer à dialoguer avec vous tout seul, mais je crois qu'on a beaucoup de gens qui nous envoient des messages, donc je voudrais vous en citer quelques-uns qui recouvrent un peu les débats qu'on a déjà abordés, mais si je dois rassembler sans citer les noms, j'ai vraiment beaucoup de questions qui portent sur l'inquiétude sur la dette, c'est-à-dire qui va payer cette dette, est-ce qu'il va falloir ou est-ce qu'il faut déjà penser à augmenter les impôts, est-ce que cette épargne n'est pas là justement parce que les gens n'ont pas confiance et se disent on va venir leur reprendre et leur faire payer la dette Covid, etc. Donc vous connaissez tout ce débat. Il y a des appels d'économistes, je rajoute, vous l'avez vu peut-être depuis quelque temps, qui appellent à effacer la dette. Donc il y a un débat sur la dette et en lien avec les impôts, dans les questions qui sont posées, évidemment, et vous l'avez montré dans vos analyses de déciles de consommation et d'épargne, évidemment, le débat qui est posé, c'est faut-il taxer les riches? Voilà une série de questions qui sont posées par nos auditeurs pour parler de la situation financière des Français. Alors, moi, mon analyse sur l'épargne, c'est que à ce stade, c'est plus une épargne contrainte qu'une épargne de précaution.
Je ne dis pas qu'il y a zéro épargne de précaution, hein, c'est pas ce que je dis, mais je crois que pour le moment, c'est surtout parce qu'en fait, on ne peut pas consommer qu'on fait de l'épargne. Une grosse majorité, une épargne contrainte, mais c'est une intuition et je crois pas qu'on soit capable aujourd'hui de quantifier quelle est la part entre précaution et contrainte. Mais vous avez raison que c'est un risque qu'une partie de cette épargne contrainte se transforme en épargne de précaution, ce qui évidemment aurait un impact très négatif sur la reprise. C'est pas ce qu'on a vu cet été. Hein. Cet été, très clairement, la consommation est repartie très fortement, en particulier d'ailleurs par les ménages modestes. Donc pour le moment, mais encore une fois, dans cette crise, on a appris que les choses peuvent changer, hélas, très 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 vite. Pour le moment, je crois que c'est plus une épargne contrainte et donc la question évidemment c'est de savoir à quelle vitesse elle va se libérer dans la consommation pour aider la reprise. Alors sur la dette, moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui le risque de la dette ça n'est pas le risque principal. Le risque principal c'est un risque d'effondrement de la de l'outil industriel et de l'outil économique français. Donc je pense qu'il faut énormément aider les entreprises. Je rappelle que les ménages ont été, encore une fois, proviso, ce qui s'est passé potentiellement sur les jeunes et les étudiants, mais ont été plutôt bien préservés par le système social français. Pour les entreprises, il y a quand même une forte baisse enfin, une situation financière dans un certain nombre de secteurs qui est compliquée. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, étant donné en particulier le fait que l'État s'endette à des taux d'intérêt extrêmement faibles, négatifs sur une partie de la maturité ou en gros zéro, donc l'investissement qu'on fait à préserver l'outil industriel, son rendement, il est positif, donc il est supérieur au coût de l'endettement. Donc c'est typiquement un investissement qu'il faut faire dans la préservation de l'outil industriel. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait une augmentation des impôts. C'est ce qui avait été fait en 2010, 2011, 2012, à la fois sous Sarkozy et Hollande, et c'est ce qui avait cassé la reprise. Donc, et c'est ce qui a fait qu'on a eu 10 ans de croissance molle après la grande crise financière. Alors, il ne faut pas trop comparer ces deux crises parce qu'elles sont de nature très différente, mais en tout cas, je pense qu'on a appris que l'austérité budgétaire via l'augmentation des impôts n'était pas, à mon avis, une très bonne chose. Bon, il y a ce débat sur l'annulation de la dette, donc je vais dire très clairement ce que j'en pense. Si on commence à parler d'annulation de la dette, il faut parler de l'annulation de la dette vis-à-vis de ceux qui détiennent la dette et qui ne sont pas des agents publics. C'est-à-dire, c'est pas la BCE qui compte. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on annule la dette de la France vis-à-vis de la BCE, non seulement c'est illégal, j'en suis persuadé et je pense que l'état de droit c'est quand même quelque chose d'important. La légalité c'est quelque chose d'important. Les traités internationaux c'est quelque chose d'important. Donc c'est illégal. Deux, annuler la dette sur soi-même puisque en fait la Banque centrale européenne est détenue par les États. Ça n'a aucun effet réel et ça ne fera que augmenter les inquiétudes des épargnants parce qu'après la Banque centrale européenne, on voudra annuler la dette sur les épargnants. Et d'ailleurs, le seul débat, à mon avis, légitime, c'est en effet, si on parle d'annulation de la dette, c'est soyons sérieux, c'est l'annulation de la dette sur les épargnants. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour la Grèce quand elle a restructuré sa dette. Il y a eu beaucoup d'épargnants qui ont perdu de l'argent. Et là, en effet, une annulation de la dette, il faut qu'il y ait un perdant et un gagnant. Donc, si on annule la dette sur la BCE, en net, ça n'a aucun impact sur la dette publique au sens global du terme, puisqu'on ne fait que passer une dette qui est détenue par la BCE vers les États, mais ça n'a aucun impact en net. Ça aurait un impact si on fait de l'annulation de la dette sur les épargnants. Mais là, avant d'aller dans cette direction, et je n'irai pas du tout dans cette direction, c'est extrêmement grave, parce que ça signifie que, évidemment, vous pouvez faire ça une fois, mais ensuite, si vous allez redemander de l'argent pour financer vos emprunts, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal pour trouver des investisseurs qui accepteront de vous prêter de l'argent. Et donc ça, c'est la recette à l'austérité immédiate, parce que ça signifie que vous ne pouvez plus avoir de déficit budgétaire. Donc, c'est un drôle de débat parce que sur la dette publique, j'ai l'impression que des deux côtés de l'échiquier politique, il y a ceux qui disent
la dette publique, c'est terrible, c'est horrible, et donc il faut faire un ajustement budgétaire et il faut faire de l'austérité budgétaire. Et puis, bizarrement, il y a ceux qui disent aussi la dette publique, c'est horrible, c'est terrible, et donc on va faire une annulation de dette. Je crois qu'il y a un chemin de crête qui est de dire non, on ne va pas annuler la dette, on ne va pas faire de l'austérité, et on va profiter du fait que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles aujourd'hui pour faire de la dépense publique qui est un investissement dans l'outil industriel. Mais évidemment, ça ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire que les niveaux de déficit budgétaire qu'on a aujourd'hui, évidemment, ne peuvent pas durer et doivent évidemment être réduits une fois la crise derrière nous. Alors, les internautes sont assez d'accord avec vous. Il faut quand même, je vois plutôt ne pas augmenter les impôts. La dette, effectivement, tant que les taux sont négatifs, on n'a aucune raison de se dire qu'on ne la paiera pas. Mais il y a quand même des questions sur l'inflation. C'est-à-dire, est-ce que là, pour l'instant, elle est cachée, elle est dans les bulles boursières. Hein. Vous avez vu le Bitcoin s'envole, mais Elon Musk en achète à un prix qui quand même paraît complètement aberrant à toute personne sensée. Et pourtant, il a mis 1,5 milliard à 34 000 dollars de Bitcoin. Donc, on a aujourd'hui peut-être une sorte de changement des repères, des valeurs. Je prends l'exemple du Bitcoin, mais je prends de façon plus générale les bourses mondiales. Il y a eu une spéculation boursière récemment sur certaines valeurs politiques aux États-Unis qui ont fait un peu de bruit. L'affaire GameStop, une sorte de populisme boursier de gens qui dépensent leur épargne justement. Alors, on allait dire presque un peu n'importe comment, enfin en tout cas en faisant des paris boursiers très spéculatifs. Qu'est-ce que tout ça vous inspire finalement? Et est-ce que derrière cette spéculation se cache pas quelque part, même si on ne la voit pas encore, dans la sortie de cette crise, dont ça sera peut-être d'ailleurs une des solutions, la fameuse inflation qui permettrait de remettre les niveaux de taux d'intérêt à des niveaux qui soient quand même plus normaux. Jamais dans l'histoire on a vécu avec des taux zéro aussi longtemps. Alors, je suis d'accord sur un point qui est que certainement la politique monétaire extrêmement expansionniste qu'on a d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe a eu un impact sur les prix des actifs financiers avec certainement le développement de bulles financières. Et ça, c'est un des aspects négatifs hein, de cette politique monétaire. Encore une fois, je pense que dans une situation de crise, il faut hiérarchiser les risques. Et je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, le risque, ce serait d'avoir une politique monétaire trop restrictive qui empêcherait les États de réagir de manière forte à la crise et qui plomberait la reprise. Je pense que ce problème des bulles financières, donc vous parliez du Bitcoin, je dis pas que c'est anecdotique, mais encore une fois, le fait que le Bitcoin s'envole, c'est pas ça qui a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages français. Je veux dire, c'est pour moi, ça n'est pas macroéconomique, ça n'est pas un sujet. C'est un symptôme, hein, C'est un comme un symptôme, je suis symptôme. d'accord, mais si on pense à l'inflation, au risque d'inflation, c'est le risque que le pouvoir d'achat hein, soit diminué. Or, pour le moment, c'est pas ce qu'on voit du tout. Si on voit quelque chose, c'est plutôt une baisse de l'inflation sur les biens et services, c'est plutôt le fait qu'on n'a pas assez d'inflation et on peut se dire que si on n'avait pas eu cette politique monétaire expansionniste, on aurait eu un phénomène de déflation, hein, de baisse des prix. Et là, ça peut être extrêmement grave. Hein, on l'a vécu dans les années 20. Et donc ça peut être potentiellement quelque chose qui est, à mon avis, plus risqué que la situation actuelle. C'est vrai que la crise est tellement inédite on peut se poser la question est-ce que et l'expérience américaine va être très intéressante hein, le stimulus américain est tellement énorme que, comme vous le savez, un certain nombre d'économistes, Blanchard, Summers, disent mais attention, là, on fait une stimulation tellement forte de la demande que il va y avoir de l'inflation. C'est Mais intéressant. même eux disent que c'est trop. C'est d'ailleurs étonnant. Oui, Ils et disaient qu'il ce fallait sont faire de la des politique économistes budgétaire. keynésiens. Ils sont battus alors. Bon, en tout cas, c'est une expérience intéressante. Ça va poser des problèmes hein, d'ailleurs pour l'Europe, parce que clairement, l'Europe va faire moins en stimulation de la demande que les États-Unis. Et donc ça va très clairement générer une augmentation du déséquilibre commercial entre la zone euro, d'une part, et les États-Unis. Donc ça va générer des tensions entre les États-Unis et l'Europe. Mais pour le moment, en tout cas,
Moi, je ne pense pas que le risque d'inflation soit un risque majeur. Je ne dis pas qu'il faut complètement l'oublier, hein. Très clairement, c'est le rôle des banques centrales d'être suffisamment crédibles pour dire, écoutez, si l'inflation dérape, on a les moyens, hein, on sait faire pour. Alors, c'est pas toujours facile. Enfin, c'est parfois douloureux, hein, mais ça veut dire, ben, on réaugmentera les taux d'intérêt, on arrêtera le QE, mais entre guillemets, si on voit des pressions inflationnistes, on saura faire, hein, au sens où on aura une politique monétaire plus restrictive. Ça posera un problème à ce moment-là, parce que réaugmenter les taux d'intérêt, c'est là où la question de la dette publique se posera. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet sur la dette publique. Je pense qu'il faut rester, il faut faire quand même attention. C'est vrai que le seul scénario où potentiellement le problème de dette publique redevient vraiment un risque majeur, c'est une remontée des taux d'intérêt. Et cette remontée des taux d'intérêt, elle n'aura lieu que si en effet il y a un dérapage de l'inflation. Donc c'est vrai que c'est potentiellement un Pardon, scénario peu sans vous probable, je contredire. pense, mais risqué. Sans vous contredire, Philippe, néanmoins, depuis l'annonce du plan de relance de M. Biden, il y a eu deux phénomènes. Bon, d'abord, la bourse américaine est repartie à la hausse, bon, ça très bien, mais les taux d'intérêt américains à long terme commencent à remonter. Alors, ils sont très bas encore, mais ils Mais, commencent mais, à remonter. mais Donc, les niveaux, est-ce que ça traduit pas finalement que bon, l'économie, ça marche toujours, et que effectivement, là, dans cette sortie de crise, on va avoir peut-être des surprises du côté des taux américains? oui, alors les taux remontent, mais regardez les niveaux, ils restent à des niveaux extrêmement faibles. Donc le fait que les taux d'intérêt américains augmentent quand il y a une annonce d'un stimulus budgétaire gigantesque euh, n'est pas très étonnant. C'est exactement ce qu'on attendrait, ce qu'on pense, ce qui devrait se passer. Mais il n'y a pas non plus de dérapage des taux d'intérêt américains. Je ne sais plus à combien ils sont à 10 ans, mais ils restent extrêmement faibles historiquement, hein. Donc, encore une fois, que ça augmente ne me paraît pas. Enfin, c'est exactement ce qu'on attend. Ils augmentent pas tant que ça en Alors, fait, hein. Étant donné l'énormité du plan budgétaire, l'augmentation des taux d'intérêt me paraît même assez modeste. Alors, pour revenir en France, j'ai beaucoup de questions qui sont posées sur le lien, on en a un peu parlé, entre le fameux plan d'urgence et le plan de relance, et la soudure, si je puis dire, qui est évidemment impossible à prédire, entre le moment où on sera débarrassé, entre guillemets, du virus, c'est-à-dire tous vaccinés, course de vitesse évidemment, très imprévisible, parce qu'avec l'arrivée des variants, etc., on ne sait pas si on va pas rentrer dans de nouvelles épidémies, voire une épidémie sans fin. Évidemment, ça, c'est des scénarios très pessimistes. Mais si on reste optimiste sur le fait que les pays qui vaccinent beaucoup, Israël, le montre, etc., on a la possibilité quand même de retrouver une vie à peu près normale. Donc, si on y croit, et soyons un peu optimistes, après tout, on a bien le droit, euh, à ce moment-là, va se poser la question de la soudure entre plans d'urgence qu'il faudra débrancher, notamment sur les entreprises et les secteurs les plus. Donc ça va se faire évidemment. Donc comment vous voyez que ça va se faire, quoi. Voilà. Comment vous imaginez la sortie du plan d'urgence dans un scénario optimiste sur le virus et sur l'épidémie, sortie du plan d'urgence et mise en œuvre de ce plan de relance et accompagnement des secteurs qui, voilà, avec la crainte qu'il y ait quand même beaucoup de faillites au moment où on va débrancher si je puis dire, les secteurs qui sont en réanimation. Mais le plan de relance, il est en partie déjà en action. Je veux dire, il y a déjà de l'argent qui a été dépensé sur, par exemple, les projets de relocalisation, sur les projets de digitalisation. Donc, il y a déjà des choses qui sont lancées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui typiquement va prendre plus de temps. Et donc, un des enjeux, en effet, c'est que il faut dépenser relativement rapidement, mais en même temps de dépenser sur les bonnes choses. Il ne faut pas dépenser pour dépenser sur le plan de relance, puisque un des objectifs du plan de relance, c'est aussi de changer de la structure, hein, de l'économie, de la rendre plus résiliente, de la rendre cohérente avec nos objectifs climatiques et de la rendre plus compétitive. Donc ça, c'est pas des choses qui se font en 2 semaines, hein. C'est pas de l'urgence, c'est vraiment une transformation de l'économie. Et de fait, moi, j'ai l'impression que c'est déjà, enfin, ça se met en place. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui doit se faire dans la durée. Et si j'ai bien compris, ça se fait sur en gros 2 ans. Sur le plan d'urgence, bah, on n'en est pas sorti. Et à mon avis, on va pas en sortir très, très rapidement.
c'est une stratégie contingente, c'est-à-dire que ça dépend de la situation sanitaire. On est complètement à nouveau dans les mains de la situation sanitaire. Et donc, tant que la situation sanitaire ne s'est pas améliorée, eh bien, en effet, il faut à la fois protéger les ménages et protéger les entreprises. Là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est quand vous dites, quand la situation sanitaire s'améliore, on arrête la protection, la stratégie de protection. Sur les entreprises, non, je crois pas. Je crois que beaucoup d'entreprises auront accumulé une dette importante. Et c'est au moment où justement il y a la reprise que les entreprises ont besoin de payer leurs fournisseurs, de payer leurs salariés pour faire la reprise, que justement la fragilité financière, elle est là. Et donc il faut que le gouvernement reste en appui, justement pour éviter une augmentation trop forte des faillites. Donc moi, je crois que jusqu'à la fin de l'année, même avec une situation sanitaire qui s'est améliorée, jusqu'à la fin de l'année, on va être dans une situation où on aura besoin de protection, d'un plan de protection, à la fois pour les ménages les plus fragiles et puis pour les entreprises. Et de ce point de vue, on n'en a pas fini. Alors, c'est vrai que le vaccin donne une lueur d'espoir. Moi, j'avais quantifié le fait que une semaine de retard sur le vaccin, c'était à peu près 2 milliards. Et je pense que je pense que je sous-estimais l'impact du vaccin parce que, en effet, c'est ce qui permet de revenir à une situation à peu près normale. On est aujourd'hui dans une situation où l'activité, en gros, ce que nous dit la Banque de France, l'INSEE, c'est en dessous à moins 5% par rapport à la normale. Alors, très concentré sur certains secteurs, et on les connaît, évidemment, hébergement, restauration, aéronautique, etc. Mais c'est quand même le vaccin qui va faire qu'on va revenir à l'heure normale, mais ce sera long et il ne faut pas faire l'erreur justement de retirer les protections à la fois sur les ménages et sur les entreprises trop rapidement. Je pense que ce serait extrêmement risqué. Non, non, mais enfin, vous me méprenez, je n'ai pas dit qu'il fallait tout débrancher. J'ai dit qu'il y avait une question de soudure. Après, oui, effectivement, on voit bien que l'économie est sous respirateur artificiel. En même temps, on voit aussi qu'à Bercy, même si leurs voix sont pas très très vocales en ce moment, il y a ceux qui disent il faut arrêter le quoi qu'il en coûte, on n'en a pas les moyens. Et ce que vous dites, c'est effectivement que en fait, j'ai trouvé intéressant le parallèle que vous avez fait avec 2008. Le quoi qu'il en coûte, Macron a dit, il avait appris ça de l'Allemagne de la crise de 2008, où ils avaient dit, on protège à tout prix le pouvoir d'achat, les emplois existants pour éviter, pour passer cette crise qui était d'une certaine façon en 2008 presque bien plus grave que celle qu'on connaît là. Elle aurait pu être bien plus dramatique pour l'économie, elle aurait pu faire s'effondrer complètement toutes les bases de l'économie. Là, on est dans une sorte de situation, vous l'avez dit, une économie qui est soumise au risque du confinement. Le confinement pour la France, c'est 15 milliards par mois. C'est une économie qui tourne, on ne sait pas très bien comment, évidemment ça dépend de la dureté de ce confinement. On fait tout là actuellement pour l'éviter. Donc ce qu'on a, c'est une reprise qu'on a appelée en aile d'oiseau, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore atteint le retour à 100% de nos capacités. On est entre 90, 95. Vous dites bon, c'est pas très bien, ça dépend des mois et des moments. Il y a quand même des secteurs qui sont des secteurs en même temps très importants. Je veux dire, la culture, on oublie, mais l'ensemble du secteur culturel, c'est quasiment aussi important pour le PIB que l'industrie automobile. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont quasiment à l'arrêt. Donc la question de la réouverture de l'économie et de l'accompagnement de cette économie effectivement culturelle, sportive, touristique, c'est quand même si on n'y arrive pas, les dégâts sont considérables. C'est ça peut-être qui conduit à l'inquiétude des gens, c'est qu'on ne voit pas la ligne de fuite, la ligne d'horizon. Non, mais il y a deux questions. Il y a une question sur ces secteurs qui ont été extrêmement impactés par les confinements, les restrictions sanitaires, etc. Euh, il y a la question de savoir est-ce que le choc, c'est un choc temporaire et en gros, quand on rouvre, la demande revient, les consommateurs reviennent, les publics reviennent, etc., etc. Et entre guillemets, il y a le problème de la soudure sur lequel je vais revenir, qui est seul problème. Ou alors est-ce que, et là c'est plus grave, est-ce qu'en fait c'est un choc persistant? Je ne sais pas si c'est permanent, mais au moins persistant pendant plusieurs années sur le secteur du tourisme, sur le secteur de l'événementiel, etc., etc. Parce que là, ça va être
très problématique. Entre guillemets, toutes les stratégies de politique économique dans nos différents pays, en particulier en Europe, c'est de dire on protège les entreprises, peut-être même on les surprotège au sens où, je vous rappelle, il y a 30% de moins de défaillances d'entreprises qu'en année normale. Donc on a mis énormément de moyens pour sauver des entreprises dont certaines, certainement, sont pas viables. Mais on fait le pari que celles qu'on a protégées, celles qu'on a sauvées sont viables. Et que donc, quand on réouvre l'économie, eh bien, elles vont retrouver du chiffre d'affaires et elles vont pouvoir survivre. Si on est dans une situation où, je ne sais pas, le secteur de la restauration et de l'hôtellerie est de manière persistante pendant plusieurs années très affaibli, là, ça change complètement les choses. Parce que là, il va falloir en effet accepter que beaucoup de ces entreprises disparaissent et qu'il y ait de la réallocation, c'est-à-dire qu'on fasse passer des travailleurs d'un secteur à un autre secteur. Qui peut être celui de la santé ou d'autres secteurs, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. On sait qu'en plus on le fait mal en France, ce genre de choses. Donc vous voyez que la nature du choc est pour le moment, c'est extrêmement difficile de savoir si en effet les clients, les publics vont revenir sur ces secteurs. Je ferais le pari moi que oui, mais assez rapidement, on aura cette réponse. Est-ce que les touristes vont revenir? Alors peut-être pas dès cet été, mais à l'automne en France. C'est une question absolument primordiale parce que la stratégie, là, elle change complètement. La soudure, très rapidement, c'est la question en effet que, encore une fois, c'est au moment de la reprise que les entreprises potentiellement sont le plus à risque. Donc la soudure, elle va être très importante. Il y a ce débat sur le PGE, sur le prêt garanti d'État pour les entreprises. Je crois que pour certaines, il faudra certainement, comme l'a dit d'ailleurs Bruno Le Maire, transformer le PGE en subvention. Mais ça se fera au cas par cas. Ça peut pas être généralisé. Ça, c'est très clair. Sinon, il y aurait des effets d'aubaine gigantesques. Mais certainement, pour un certain nombre d'entreprises dont il faudra déterminer qu'elles sont bien viables, il faudra certainement accepter que des PGE ne soient pas remboursés. Encore une fois, il faudra que ce soit au cas par cas, ce sera certainement une minorité, mais sinon, en effet, on pourrait avoir la situation où on a des entreprises qui sont viables, parce qu'elles gagnaient en tout cas, elles ne perdaient pas de l'argent en situation normale, encore une fois en faisant l'hypothèse que revient vers une situation normale, mais elles ont tellement accumulé de dettes pendant la crise qu'elles font en fait insolvables. Et donc on a ce paradoxe d'entreprises qui sont viables, mais insolvables. Et ça, il faut les sauver. Et la seule manière de les sauver, c'est de réduire leurs dettes. Et donc, il faudra faire des restructurations de dettes ciblées, et ça va être compliqué. Moi, je pense qu'il y aura certainement un processus où il va falloir aller beaucoup devant les tribunaux de commerce pour restructurer certaines dettes de ces entreprises viables, mais avec des graves difficultés financières. Et là, on a besoin de se préparer au fait qu'il va falloir industrialiser ce processus. Je crois aussi qu'il faut qu'il y ait une communication sur le fait que demander une restructuration de la dette, potentiellement aller devant des tribunaux de commerce, ça n'est pas stigmatisant dans cette crise. Il y a l'aspect financier, mais il y a évidemment l'aspect humain qui est extrêmement important pour en particulier tous les commerçants. Je crois qu'il faut insister sur le fait que, voilà, s'ils ont accumulé de la dette pendant la crise, c'est pas à cause d'eux, entre guillemets, c'est à cause de la crise, c'est le Covid. Et donc, ça ne doit pas être stigmatisant, en effet, de redemander une restructuration de la dette, parce que ce qu'on sait, c'est que quand vous avez une dette trop élevée, même si vous êtes une entreprise performante, productive, vous risquez quand même de faire faillite, parce que votre dette est trop importante. Et même si vous ne faites pas faillite, ça va avoir un impact en termes d'investissement, en termes d'innovation, en termes d'embauche. C'est-à-dire qu'une entreprise viable, mais avec beaucoup de dettes, même si elle survit, elle va survivre comme ce qu'on appelle en économie un zombie, c'est-à-dire une entreprise qui aura peu de croissance parce qu'elle aura peu d'investissement, peu d'innovation et peu d'embauche. Donc, je crois vraiment que cette question de la dette des entreprises, qui était déjà importante avant le début de la crise, puisqu'on sait que les entreprises françaises sont assez endettées, elle va se poser. Et donc, il va falloir réfléchir comment, en effet,
à la fois l'État, mais aussi peut-être les créditeurs privés, hein, les créanciers privés, on pense aux banques, aux fournisseurs, aux assurances, devront accepter une négociation, hein, sur cette question des dettes. On avait fait une proposition qui était, par exemple, de dire, un petit peu comme le crédit d'impôt pour les bailleurs, hein, vous savez que l'État a dit, si vous baissez le bail de 100, hein, il y a un crédit d'impôt pour le bailleur de 50. Donc en gros, on subventionne, hein, la baisse une réduction des baux, des loyers pour les entreprises. On pourrait imaginer un petit peu la même chose pour les dettes. Si une banque accepte de réduire de 100 une dette d'une entreprise en difficulté, parce qu'elle préfère ça plutôt que qui est faillite, l'État pourrait subventionner aussi, sous forme de crédit d'impôt, cette restructuration de dette. Alors, pas mal de questions sont posées là en vous écoutant par des internautes en disant mais cette histoire de PGE, effectivement, elle va poser plein de questions parce que il y a le sujet des entreprises zombies, donc comment on choisit. Il va y avoir des sujets de droit de la concurrence. Pourquoi est-ce que je vais le transformer ou pas en capital ou en tout cas adresser des subventions à tel ou tel. Alors on sait que Bruxelles déjà a accepté de remettre en partie en cause ces dogmes entre guillemets classiques de droit de la concurrence pour accepter les prêts garantis de l'État et le quoi qu'il en coûte. Est-ce qu'on va devoir, ce qui est intéressant dans notre discussion finalement, c'est, moi, vous avez cité Bruno Le Maire qui a dit c'est la crise la pire depuis les années 30. Mais c'est pas encore la crise des années 30. On a cité les jeunes qui font la queue devant des banques alimentaires, mais enfin, on n'en est pas encore à la soupe populaire, Dieu merci. Mais on a tout fait pour l'éviter au prix d'une dette. On a maintenu comme on a pu effectivement ce qui pouvait l'être. Jusqu'à présent, ça marche. Et comme vous le dites, le pire est encore devant nous. C'est-à-dire, moi, ce que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est que, à la fois d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue microéconomique sur un certain nombre de secteurs, il va falloir laisser brancher pendant un temps qui n'est pas facile à déterminer et pour un coût qui est difficile à évaluer, beaucoup de mécanismes pour allonger en fait, pour passer cette crise. Alors, sans doute, on aura appris de la crise des années 30 et de la crise de 2008, mais c'est une crise quand même, c'est la plus grave crise du XXIe siècle, on connaître. Elle est mondiale et peut-être que d'autres épidémies vont nous arriver. On évoque déjà ça, voire les crises climatiques. Donc, finalement, est-ce qu'on est dans la grande répétition générale avec tout ce qui se passe comment est-ce qu'on peut projeter finalement l'économie, vous qui êtes économiste, dans un scénario aussi imprévisible? On se dit, on va devoir quand même maintenir pendant très longtemps l'économie à l'hôpital. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on a besoin d'une stratégie contingente, hein, contingente à ce qui se passe, en particulier sur le plan sanitaire, mais assez rapidement, en effet, sur le plan économique. Je pense que ça signifie qu'il y a un certain nombre de dogmes, en effet, qu'il faut remettre en cause. Et vous avez cité le dogme sur les questions de concurrence à Bruxelles. Je pense qu'il faut y aller carrément. Enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de dogmes qu'il faut remettre en cause. Il y a le dogme par exemple aussi des règles budgétaires européennes qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Cette question de la concurrence, moi je suis favorable évidemment à ce qui est de la concurrence, mais là, si on fait des transformations de dette en subventions pour les secteurs qui ont été les plus impactés, très franchement, si c'est limité aux secteurs qui ont été très affectés par la crise, je pense que c'est tout à fait légitime. Donc de ce point de vue, je crois qu'il faut remettre un certain nombre de dogmes en question. Sur la question de la transformation de l'économie et sur la résilience, vous avez raison, je pense que c'est un des sujets essentiels. Le problème, c'est qu'on est toujours, on peut essayer de se préparer à la prochaine crise, mais très franchement, moi, je pense qu'on est incapable de dire d'où viendra la prochaine crise. Donc, il faut des mécanismes de résilience qui soient assez généraux. Vous parlez de crise climatique, ça peut être une crise géopolitique, ça peut être une crise financière, ça peut être. Enfin, il y a plein de crises possibles. Et ce qui est vrai, c'est que on a besoin davantage de résilience, par exemple sur les chaînes de production françaises et internationales. Donc ça, c'est toute une réflexion en effet qu'il faut avoir, sur lequel d'ailleurs le plan de relance peut aussi aider, hein, sur la résilience des chaînes de valeur. Donc voilà, mais je pense que
il y a une question d'urgence, mais qui a un impact sur le long terme, hein, parce qu'encore une fois, si on laisse tomber un certain nombre d'entreprises productives, compétitives aujourd'hui, on ne les retrouvera jamais. Et donc, l'urgence, enfin, le plan d'urgence, les plans de protection, ça a un impact évidemment à court terme, mais ça a aussi un impact à long terme, hein, parce que, encore une fois, ça a un impact sur la croissance de la productivité, sur la croissance potentielle à long terme de l'économie, et donc sur notre capacité d'ailleurs à payer aussi la dette. Alors, il nous faut presque conclure. Il y a une dernière question que je rassemble. Il y en a plusieurs qui vont un peu dans ce sens-là aussi. Finalement, une des interrogations qu'on a sur comme dans quel état on va sortir de cette crise, c'est en quoi est-ce que ça aura changé ou pas la hiérarchie des nations. On voit bien aujourd'hui que la rapidité de la vaccination peut avoir un impact, également la capacité à soutenir de façon intelligente dans tous ces changements finalement de paradigme, d'aller vers la croissance verte, une croissance plus durable. Il y a énormément de débats de cette nature dans l'économie et un vrai sujet sur la hiérarchie. On voit bien que la Chine et les pays qui sont sortis des premiers du virus, l'Asie, il y a un vrai transfert quand même du monde vers l'Asie, ça s'est peut-être accéléré. Là, les Américains mettent le paquet, ils ont la technologie, ils ont l'argent, mais enfin, ils mettent quand même 15 points de pipe pour essayer de s'en sortir. On a l'impression quand même d'un risque de déclin de l'Occident. Et l'Europe, au milieu de tout ça, quand même, n'offre pas un spectacle, même si on a mis énormément d'argent dans le quoi qu'il en coûte, on a l'impression d'une Europe qui est un peu, finalement, enfin, je sais pas comment vous la qualifieriez, mais qui court le risque du déclassement. Oui, oui, c'est vrai. Alors, ceci dit, soyons honnêtes, hein, et vous l'avez dit vous-même, il y a une accélération de ce déclassement, mais entre guillemets, le fait que les pays émergents et la Chine voyaient leur part de marché, entre guillemets, leur croissance et leur rôle dans l'économie mondiale augmenter au cours du temps, était déjà avant nous, avant la crise du Covid. Donc, il y a un phénomène d'accélération très clair. C'est vrai que l'Europe apparaît être celle qui est la plus touchée, hein, économiquement, c'est très clair, par rapport à l'Asie, bien sûr, mais même par rapport aux États-Unis. En faisant attention, parce que le match, il n'est pas terminé tant que le sifflet n'a pas été, n'a pas été mis. Enfin, je veux dire que vous voyez à quel point c'est difficile de dire on a bien géré cette crise à la fois d'un point de vue sanitaire et économique ou mal, tant qu'on n'a pas vu la fin du match, hein. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sera capable de dire d'ici un an. Mais ce qui est vrai, c'est que les pays qui s'en sont sortis le mieux, c'est quand même ceux qui ont énormément misé sur l'innovation. Enfin, je pense que une des choses quand même qu'on aura apprises dans cette crise, c'est que l'innovation, et en particulier l'innovation pharmaceutique, hein, puisque quand même ce qui va nous sauver, c'est le vaccin, c'est quand même un point essentiel. Et ça, c'est un point d'inquiétude je pense, pour la France, parce que ce qu'on voit, c'est que On est quand même le la seul confiance, pays par membre du exemple, dans la Conseil de science, sécurité de l'ONU à pas avoir de vaccin. C'est quand même dingue. non, mais il y a cette question. Alors, au Conseil d'analyse économique, on a produit une note justement sur les causes du retard dans l'innovation pharmaceutique, hein, donc j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est Mais vrai on a qu'il les y a cette scientifiques, question. et on met pas l'argent où il faut. Est-ce qu'il faut pas mettre un paquet d'argent de cette Ah ben moi, épargne, je suis tout à justement, fait en favorable. achetant Je pense que un plan on a, massif? on a baissé les financements publics à la recherche. Je pense qu'il y a aussi des problèmes d'organisation de la recherche publique en France. Mais très clairement, il y a un problème budgétaire qui est en partie pris en compte dans le plan de relance. Mais un des regrets que j'ai, moi, sur le plan de relance européen, hein, c'est le fait qu'on ne mette pas beaucoup plus d'argent au niveau européen, parce que ça a du sens au niveau européen, sur la recherche, hein, sur par exemple quelque chose qui marche très bien, qui est le European Research Council, où on aurait dû mettre beaucoup plus d'argent dans le plan de relance européen. Mais pour revenir sur mon inquiétude et peut-être terminer là-dessus, hein, moi, il y a un sondage qui montrait que les Français avaient perdu beaucoup de confiance dans la science et dans les scientifiques. Et je pense que ça, c'est une source d'inquiétude qu'on doit avoir parce que, encore une fois, les pays qui s'en sont bien sortis, ce sont ceux qui ont misé sur l'innovation scientifique. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Martin. Merci à vous toutes et tous, très nombreuses, très nombreux, de nous avoir écoutés.
J'ai trouvé ça très passionnant, à la fois animé et plein d'informations. Alors on pourrait faire 1000 débats et passer 1000 heures sur ce sujet. Peut-être ça sera l'occasion d'un prochain rendez-vous avec les points de conjoncture du cercle des économistes. Mais vous avez vu, on n'a pas parlé que de la conjoncture. On a aussi essayé de parler du moyen long terme parce que probablement que ce qui nous manque le plus dans ce moment-là, c'est effectivement il y a l'urgence et puis il y a essayer de savoir finalement c'est quoi le nouveau monde qui est en train de sortir de tout ça. Merci beaucoup Philippe Martin, merci à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Merci, bonsoir.